Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Le plan national de développement économique et social PNDS, exécuté à plus de 33% au premier semestre de 2017, selon le bilan fait ce matin par le comité technique national du plan réuni à Ouagadougou pour évaluer les chemins parcourus. Une petite révolution en Arabie Saoudite, un décret royal permet aux Saoudiennes de prendre enfin le volant, faveur qui leur était jusque-là interdite. Les droits des femmes sont sévèrement encadrés dans ce pays où elles ont besoin, par exemple, d'un tuteur. Mais tout d'abord, le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, a accordé ce matin une audience à son homologue du Ghana, Joseph Oseyi Ouzou, séjourne au Burkina dans le cadre de l'ouverture de la session ordinaire de l'année de l'Assemblée nationale prévue cet après-midi. Les présidents des deux parlements ont discuté de leurs relations et pris l'engagement d'œuvrer à leur renforcement. Paul David Bambara, Bouma Ernest Nebier, reportage. Présent à Ouagadougou dans le cadre de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale, le président du Parlement du Ghana est ici reçu par son homologue du Burkina, Alassane Bala Sakandé. Ensemble, ils revisitent les relations entre le Burkina et le Ghana d'une part et des liens d'amitié et de coopération entre les deux institutions parlementaires d'autre part. For us, Ghana and Burkina Faso have symbiotic relations dating back to centuries. Les relations qui existent entre nos deux pays ne datent pas d'aujourd'hui. C'est des relations qui sont vraiment historiques, notamment à travers le commerce ainsi que d'autres activités. Et nous avons également pris l'engagement de travailler de sorte que nous puissions renforcer la coopération qui existe entre nos deux institutions. Et cela va donc se faire de façon très soutenue. Et comme je le disais tantôt, le Parlement, c'est le temple de la démocratie et ça doit toujours rester ainsi. Et c'est un point très fort que nous devons donc souligner pour que tout le monde puisse être sur la même longueur d'onde. The event, this represents them, and without this, they have no representation. Le président du Parlement du Ghana saisit également l'opportunité pour féliciter Alassane Bala Sakandé pour son élection à la tête de l'Assemblée nationale. Voilà, nous avons quelques soucis techniques pour signer en tout cas l'identité des différents intervenants au cours de ce journal. Veuillez nous en excuser. L'exécution du plan national de développement économique et social PNDS est évaluée par une réunion du comité technique national. La rencontre qui se tient aujourd'hui examine les niveaux d'exécution et de formulation des projets d'investissement structurants et dégage les perspectives. Le taux d'exécution physique des activités au premier semestre est de 33,26%. Roger Kam, Aimé Solange Guigma. Cette session extraordinaire vise à valider le bilan à mi-parcours de la mise en œuvre du PNDS et à évaluer le tableau de bord de suivi des investissements structurants. L'objectif est d'atteindre les résultats attendus pour cette année, malgré quelques mouvements observés sur le plan social et sécuritaire. Il faut noter que l'économie globalement progressera en 2017. Il y aura un taux de croissance de l'ordre de 6,9%, en amélioration par rapport aux performances de 2016, ce qui veut dire que notre pays, dans l'ensemble, reste résilient. L'économie a un niveau de résilience qui a permis de rebondir après les crises que nous avons connues. Maintenant, pour ce qui est du niveau global de réalisation du PNDS, les estimations provisoires au stade actuel laissent apparaître un taux de 33%, ce qui est perfectible. Bien entendu, on ne peut pas se satisfaire de ce niveau. Il s'agira donc pour ces acteurs et partenaires de la mise en œuvre du PNDS d'identifier et de proposer au cours de cette journée des solutions aux questions stratégiques et politiques qui entravent la bonne marche du PNDS et également dégager les perspectives pour le semestre en cours. Les budgets communaux et régionaux sont-ils exécutés selon les procédures édictées? C'est à cette interrogation qu'une rencontre tenue à Kaya a tenté de répondre. Rencontre des membres du comité technique interministériel chargé de l'appui conseil des collectivités territoriales. Cet examen périodique a pour objectif plus de transparence et d'efficacité dans la gestion de la chose publique. Reportage à Kaya, Issaka Ouedraogo, Maxime Zongo.
Le budget des collectivités territoriales, traduction financière de la tranche annuelle de leur plan de développement, est élaboré et exécuté sous le contrôle et l'appui de l'État. Cheville ouvrière du suivi-contrôle, les commissions techniques interministérielles et interrégionales ont pour mission de veiller à ce que le travail soit fait dans les règles de l'art. Au niveau de ces collectivités, il y a des comités qui sont chargés d'examiner les budgets chaque année. Et nous avons besoin de faire le point chaque fois. Et cette rencontre-là est la 7e du genre qui va permettre de faire le point sur le travail des comités interministériels, tant au niveau des communes qu'au niveau des régions, et de voir quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées, de voir s'il y a des possibilités de solutionnement afin de rendre donc les collectivités territoriales aptes à répondre aux besoins de développement à la base. Cette rencontre, qui est un appui conseil, va ainsi permettre des recadrages destinés à corriger les dysfonctionnements. Un examen périodique donc pour plus de transparence et d'efficacité dans la gestion de la chose publique. Voilà, nous recevons à présent le secrétaire général du ministère de la Culture, du Tourisme et des Arts et président du comité d'organisation du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, CITO. Bonjour, monsieur Jean-Paul Koudougou. Bonjour. Alors, venez ce midi nous parler de cette 12e édition du CITO qui s'ouvre demain à Ouagadougou autour du thème tourisme interne, enjeux et défis. Alors, qu'est-ce qui a motivé le choix de ce thème d'abord? Le choix de ce thème a été motivé par le contexte international et national aussi, qui est marqué par une recrudescence du terrorisme et les attaques successives que notre pays a connues. Et tout ça, ça a impacté négativement sur les arrivées des touristes étrangers. Et il était bon pour nous de pouvoir donner une réponse adéquate à cette situation. Donc voilà pourquoi on a choisi ce thème, pour voir véritablement comment on peut faire face à cette situation qui se présente à nous et permettre un développement toujours plus important de ce secteur-là. Est-ce que vous avez parlé du terrorisme qui est en tout cas en recrudescence au Burkina, qui cible certaines régions, alors que ce sont ces régions-là que les touristes étrangers aimaient visiter. Est-ce que vous allez redéployer ces touristes dans d'autres parties du Burkina qui semblent plus sûres? Non, mais je crois que le choix de ce thème, comme je l'ai dit, c'est une réponse. Parce que les touristes, ceux qui viennent, c'est notamment le tourisme de récepteur, ceux qui viennent de l'étranger, maintenant les chancelleries les déconseillent de venir dans notre pays. Mais il n'est pas interdit pour les nationaux de visiter ces sites. Je crois qu'en réponse à cette situation où on déconseille à des expatriés de venir dans certaines zones de notre pays, c'est notre pays. Il est bon quand même qu'on puisse inciter les populations locales à les visiter. Donc voilà pourquoi nous on a choisi ce thème, pour permettre quand même aux populations qui constituent un vivier local, un marché potentiel, voilà, pour aller vers ces attraits touristiques et les faire vivre malgré la situation nationale et internationale marquée par l'insécurité. Alors, quelles sont les innovations principales de cette 12e édition? Cette 12e édition du CITO veut mettre surtout l'accent sur certains pans du patrimoine culturel qui n'étaient pas véritablement exploités par le tourisme, notamment le patrimoine culturel immatériel. Donc on veut mettre l'accent par exemple sur la tradition d'accueil et d'hospitalité de notre pays, par exemple en mettant en exergue le Zomkoum. Voilà, donc voilà une boisson qui signifie pour celui qui vient chez nous qu'il est le bienvenu. C'est une façon de l'accueillir. Et je crois que ce sont des aspects aussi comme ça qu'il faut mettre en avant dans le cadre de ce tourisme interne. En plus de ça aussi, on va travailler en droite ligne de la politique nationale du tourisme en renforçant l'attractivité touristique de notre pays, non seulement à l'extérieur, par une petite opération qu'on va appeler sémi de réplique, qui va consister à installer au niveau de certaines représentations diplomatiques, même d'institutions internationales, certains éléments de notre patrimoine touristique et culturel. Mais il y a aussi ces messagers du Faso qui va être un concept qui va permettre à tous les amis du Burkina d'être comme nos ambassadeurs auprès de certaines instances et partout où ils peuvent parler de notre pays. Voilà. Donc en gros, il y aura aussi des excursions bien sûr et le colloque international qui va porter sur le Zomkoum. Alors, donc, le colloque international, c'est sous le Zomkoum et ce sont les principales innovations de cette 12e édition du CITO. Combien de participants qui sont attendus à Ouagadougou dans ce CITO-là?
Donc on a 2017. on a déjà 25 tours opérateurs et presse privée nationale et internationale qui sont attendus. Plus d'une centaine d'exposants qui vont venir de près de 7 pays africains. Déjà, le ministre nigérien de la Culture est annoncé pour ce soir. Et j'informe déjà en passant que le Niger a été retenu comme pays invité d'honneur. En plus de ça, on attend près de 50 000 visiteurs de tous les stands à ce salon-là et près de 1000 participants. Donc voilà un peu, grosso modo, des chiffres qu'on peut donner en termes de prévision. Est-ce que toutes les éditions passées, est-ce que vous arrivez à capitaliser l'organisation de ces éditions-là? Et sur quel par exemple, aspect particulier il faut mettre l'accent? Oui, bon, en fait, il faut dire que chaque édition vient avec sa nouveauté. Et effectivement, on capitalise, on essaie de voir où il y a eu quand même des déficits et comment on peut combler ces gaps. Donc voilà pourquoi, même au niveau de la réflexion, on essaie d'orienter, d'ouvrir un peu les échanges afin de voir comment on peut rendre encore plus attractif ce salon-là. Alors, monsieur le président du comité d'organisation, est-ce que votre comité est fin prêt pour demain et jusqu'à dimanche, en tout cas, faire dérouler le programme de cette édition 2017? Oui, le comité d'organisation est fin prêt et c'est l'occasion encore pour moi de lancer un appel à une participation massive de toute la population de Ouaga et même des alentours, pour que ce salon-là soit un succès. Donc toute la presse est invitée et on sera très heureux de vous compter parmi nos invités aussi. Et le point névralgique, c'est le CIAO? Oui, c'est le point, c'est au CIAO que tout va se passer à partir du 28 demain jusqu'au 1er octobre. Merci beaucoup, monsieur le président du comité d'organisation du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, Jean-Paul Koudougou, qui est le nouveau secrétaire général du ministère de la Culture, du Tourisme et des Arts, que nous avons en tout cas l'honneur et le plaisir de recevoir ce midi dans notre édition. Réunion à Ouagadougou de la Fédération des chambres des mines de la CEDEAO, les chambres du Ghana, du Mali, de la Guinée, du Sénégal, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire et du Burkina sont réunis ici. Cette deuxième assemblée générale consacre l'entrée de 3 pays dans la famille minière de l'Afrique de l'Ouest. Les précisions de Moussa Ouedraogo et d'Oumar Zombré. Ces acteurs du secteur minier ouest-africain prennent part ici à la deuxième session de l'Assemblée générale de la Fédération des chambres des mines de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Au cours de cette assemblée, il sera essentiellement question de préparer l'arrivée de plusieurs nouveaux membres dans cette fédération. Notre objectif, c'est de revoir et travailler sur les structures et les objectifs de notre fédération. Notre rôle ici est de travailler, faire du plaidoyer partout en Afrique de l'Ouest pour le bien-être des industries minières. En ce qui concerne les résultats, nous avons commencé avec 4 pays. Et actuellement, nous sommes en train de constater l'arrivée de nouveaux pays. Avec l'entrée de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Sénégal, la fédération passe de 4 membres à 7, ce qui renforcera ses forces de proposition pour l'épanouissement du secteur minier dans l'espace CEDEAO. Aussi, cette deuxième session se tient à quelques heures de l'ouverture de la SAMAO, la semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest. Les responsables de la fédération, les responsables des différentes chambres des mines des pays de la sous-région prendront une part active à la SAMAO, ce qui est certainement de nature à donner un éclat particulier avec les différentes contributions à la fois intellectuelles et pratiques qu'ils vont apporter. La Fédération des chambres des mines de la CEDEAO a été officiellement lancée en novembre 2016 par les chambres des mines du Burkina, du Ghana, de la Guinée et du Nigeria. Après Bobo Dioulasso, cap sur Fadangourouma, où l'opération de contrôle dans les boutiques, grandes surfaces et librairies a été réalisée par une délégation du ministère du Commerce conduite par le ministre Stéphane Sanon. Cette opération avait pour objectif de vérifier les prix des fournitures et faire échec à des hausses qui pourraient survenir en cette période de préparation de la rentrée scolaire. À Fadangourouma, il a été aussi procédé à l'incinération de 25 tonnes de produits impropres à la consommation saisis par les services compétents de la région de l'Est. Désiré Boudou, Mahamadi Ouedraogo à Fada. C'est 1500. Le chef du département du commerce et ses collaborateurs sont en contrôle dans les librairies et les boutiques de Fadangourouma. Objectif, veiller au respect de la réglementation en matière de prix des manuels scolaires en cette veille de la rentrée et des prix des produits alimentaires. Aujourd'hui, c'est pour marquer un coup, interpeller effectivement les opérateurs économiques à faire donc du commerce propre et à éviter effectivement de mettre la santé publique donc à rude épreuve. Et en même temps, ça nous permet de faire le lancement de l'opération qui permettra de contrôler les prix
des articles scolaires. Chaque année, effectivement, au mois de septembre, nous procédons donc à ces opérations de façon régulière. La visite a permis de saisir des produits mal conservés, des produits périmés, mais aussi d'interpeller certains commerçants sur l'affichage des prix. Après cette saisie, le cap est mis sur le centre d'incinération des ordures ménagères. Ici, la délégation a incinéré 25 tonnes de produits impropres à la consommation, saisis au cours du premier semestre de l'année 2017. C'est des produits qui ont été saisis dans 26 localités à travers 2 régions. Je parle donc du centre-est, je parle de l'Est. Ce que vous voyez, c'est une partie des saisies. Sinon, déjà, on a saisi 101 fûts de carburant. Et il y a aussi du poisson en grosse quantité qui a été saisi. Stéphane Sanou invite les populations à coopérer en dénonçant les pratiques prohibées afin d'endiguer le phénomène de la concurrence déloyale dans cette partie du Burkina. Le roi Salman d'Arabie Saoudite a signé hier un décret autorisant les femmes saoudiennes à passer le permis de conduire. Les saoudiennes étaient les seules au monde à ne pas prendre le volant. Elles devaient être conduites par un homme sous peine de subir des peines de prison ou des amendes. Ce geste royal ne doit pas faire perdre de vue que les femmes et leurs droits restent encore limités et sévèrement encadrés dans ce pays. Le roi d'Arabie Saoudite a signé mardi un décret autorisant désormais les femmes à passer leur permis de conduire. Le pays était le dernier au monde où les femmes n'avaient pas l'autorisation de conduire des véhicules. Une victoire pour les militantes de la cause des femmes qui avaient défié le pouvoir ces derniers mois en conduisant illégalement. Certaines activistes avaient néanmoins été emprisonnées. La pression sur la monarchie s'était accentuée en novembre dernier lorsqu'un prince saoudien avait lancé un appel public pour que les femmes puissent obtenir l'autorisation de conduire. Elles devaient jusqu'à présent se faire accompagner par un membre de leur famille ou louer les services de chauffeurs privés. Cette autorisation intervient 3 jours après la fête nationale saoudienne où pour la première fois, les femmes ont été autorisées à participer aux célébrations dans un stade jusque-là réservé aux hommes. En Arabie Saoudite, les droits des femmes restent encore très limités et sévèrement encadrés. La décision du gouverneur des Hauts-Bassins d'assainir le milieu éducatif dans sa région est commentée aujourd'hui par les journaux. Le rejet de la énième demande de liberté conditionnelle formulée par les avocats de Laurent Gbagbo intéresse aussi les quotidiens. La revue de presse est signée Tobom Evelyne Dabiré. C'est suite à des contrôles de conformité réalisés que le gouverneur des Hauts-Bassins a pris la décision de suspendre certains établissements scolaires, informe le quotidien. Pour le moment, ce sont 20 établissements préscolaires, 32 écoles primaires et 111 collèges et lycées privés ouverts sans autorisation dans les Hauts-Bassins qui ont été épinglés, informe ce journal. Mais comment peut-on autoriser l'ouverture d'une école primaire ou d'un établissement scolaire dans une cour d'habitation où on transforme les célibatoriums en salles de classe, s'interroge l'Express du Faso. Pire, constate ce journal, il y a des écoles qui s'ouvrent dans des magasins, des boutiques au bord des rues et cela n'offusque personne. Quel enseignement de qualité peut-on alors offrir à un enfant dans ces conditions-là, surtout que dans certaines de ces écoles, les enseignants ont à peine le BEPC, s'inquiète ce journal. Pour y mettre fin, les responsables des établissements concernés sont sommés de suspendre le recrutement entamé et de restituer aux parents d'élèves les sommes perçues, lit-on dans le quotidien. Faute de quoi, prévient un communiqué dans ce journal, ces établissements seront systématiquement fermés. L'Express du Faso revient à la charge, mais qui est-ce qui autorise les écoles à ouvrir leurs portes? Après analyse, ce journal pointe du doigt l'État qui l'accuse de ne pas prendre suffisamment ses responsabilités et la liste des 123 établissements épinglés à lire dans le quotidien. Autre sujet d'intérêt des quotidiens, la liberté provisoire refusée de nouveau à Laurent Gbagbo. C'est la quatrième fois même que cette demande lui a été refusée, s'interroge l'observateur Palga, qui répond dans la foulée « On ne les compte même plus ». Pour la CPI, sa détention est la seule mesure qui garantit sa participation au procès, rapporte le pays. En rappel, 4 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité ont été retenus contre Gbagbo, à savoir meurtre, viol, tentative de meurtre et persécution, écrit l'observateur Palga. Fin du journal. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.